Bonjour à tous et merci d'être là donc, pour cette interview. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Johnny Séverin dans nos locaux donc, pour une interview. Alors déjà, première question, on se tutoie ou on se vouvoie? On va se tutoyer? On peut se tutoyer, ça Ouais. marche comme ça dans le milieu du Ça, journalisme? ouais, déjà, moi, ma dernière expérience, c'est actuellement, je travaille chez Dazone et c'est un principe pour nous d'accueillir les gens comme ils sont et de se tutoyer comme on fait dans la vraie vie. Parce qu'on considère que le vouvoiement, c'est quelque chose d'un peu superficiel. Dans mes métiers, dans tous les postes que j'ai pu exercer, j'ai toujours tutoyé mes supérieurs hiérarchiques. Donc, je suis ici un peu comme à la maison, puisque c'est ici que j'ai lancé ma carrière un petit peu, même si ça a commencé bien plus tôt, on en reparlera. Ouais, Donc, on va y revenir effectivement. je suis totalement détendu et donc on va se tutoyer. Et bah parfaitement, je pense que nous ça nous va très bien. Alors du coup, petit rappel donc, des parties donc, qu'on va évoquer durant cette interview. Pardon. Alors tout d'abord, je poserai des questions sur un peu ton parcours, tes débuts donc, en tant qu'étudiant et les débuts dans ta carrière de journaliste. Ensuite, c'est mon camarade Jérémy qui prendra la parole et qui reviendra un peu plus sur ton parcours professionnel, donc les missions que tu as pu exécuter, on va dire concrètement. Et ensuite, on finira avec Samy qui traitera un peu plus donc, de la vision actuelle du journalisme sportif et un peu son futur. Donc on va commencer tout de suite avec le parcours professionnel. Personnel, pardon. Alors Johnny, du coup première question, pourquoi c'est important pour toi d'être là, ici, donc là où tu as commencé devant tout le monde et d'accorder cette interview? Euh, Dans un souci de transmission, pour moi, c'est une valeur essentielle. Euh, j'ai, euh, Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai un peu pâti de ce manque de transmission, de ce manque parce que je viens d'une petite ville de province, Carcassonne, où c'était pas évident de trouver des journalistes autour de soi pour nous guider, pour nous accompagner. Et j'ai dû créer mon parcours un peu tout seul en allant chercher les informations ici et là. Et tout au long de ma carrière, je me suis un petit peu construit tout seul par ce manque de transmission, par ce manque de structure. Et par la suite, j'ai toujours essayé auprès de mon entourage, auprès de mes collègues, auprès des jeunes stagiaires aussi que j'ai pu croiser, que j'ai pu accompagner, que j'ai pu former, de, de transmettre, de partager, de prévenir. Et donc, pour moi, ça avait vraiment du sens de le faire dans cette école où j'ai passé un an de ma vie, qui m'a permis de me lancer, de tenter ma chance. Donc, pour moi, c'était totalement naturel de le faire face à vous. Et donc, c'est l'occasion D'accord. Ouais, donc il qui y a m'est vraiment présentée cette aujourd'hui. notion de transmission du coup Voilà, qui est voilà. C'est une importante. valeur importante pour moi. D'accord, très bien. Du coup, on va revenir un peu sur tes débuts. Le métier de journaliste, tout d'abord, c'est un rêve de gosse ou c'est ton parcours qui fait que tu tombes là-dedans? Ben, c'est un rêve de gosse. Ouais, C'est toujours voulu faire ça. voilà, enfin pas toujours, mais moi je suis passionné de football à la base, donc je jouais au foot dans ma petite ville de province et je savais pas trop quoi faire. J'étais plutôt doué à l'école, mais j'avais pas trop de buts professionnels. Et je consommais énormément de médias, énormément la presse notamment à l'époque parce qu'il n'y avait pas Internet, donc je consommais voilà le télétexte et surtout voilà la presse. Je lisais quotidiennement. J'adorais lire des magazines, etc. Pendant que j'étais en cours. Et du coup, progressivement, en lisant l'équipe au quotidien, je devais avoir 15 ans, je devais être en première ou en seconde, je me suis dit, en fait, je ne vais pas faire footballeur professionnel, mais j'ai envie de travailler dans le foot, parce que Hmm. c'est mon unique passion, le sport et le foot en particulier. Et donc je me suis dit, écoute, pourquoi je ne ferais pas journaliste en fait dans la presse écrite. Et là, je disais ça à mes potes, mes parents ils disaient, ouais, tu vas faire ça comment? Tu vas faire ça où? Tu veux travailler au Midi Libre? Je dis, non, mais au Midi Libre, ça m'intéresse pas forcément. Mais moi, j'aimerais bien travailler à l'équipe, travailler en télé, etc. Bon, et ça suscitait un certain une curiosité de mon Hmm. entourage. Il disait, bon, il a le droit de rêver, pourquoi pas. Et bon, Hmm. moi, j'ai construit, du coup, je me suis dit, bon, pour faire journaliste, comment il faut faire? Par quoi il faut passer? Donc là, j'allais à l'époque, on appelle ça le CDI, je ne sais plus si ça existe toujours.
et j'allais chercher donc des brochures pour savoir comment ça se passe pour faire journaliste. Et donc là, j'avais trouvé donc une brochure qui expliquait qu'il fallait faire un bac+2, qu'on pouvait après accéder à des écoles. Il y avait des écoles reconnues par la profession, d'autres qui ne l'étaient pas, etc. Et donc, j'ai vu que ce serait bien de faire des études. Déjà, ça m'orientait pour la fac, donc pour des études dans le droit, dans l'histoire, la sociologie aussi, qui commençait à m'intéresser, parce que moi, j'ai toujours été porté sur voilà, les faits de société. J'aimais beaucoup ça. Je consommais aussi beaucoup d'émissions de télé sur la sociologie, sur les, voilà, les courants sociaux, les faits de société, la politique. Ça m'a toujours intéressé, vraiment, ce souci de l'autre, de partager, de recueillir, de raconter des histoires, de recueillir des histoires. Et donc, j'ai vu que je pouvais, par exemple, partir faire une fac de sociologie. Donc j'ai commencé comme ça. Et donc, j'ai eu mon bac. Le lycée, ça ne m'intéressait pas forcément. Je n'avais pas des résultats extraordinaires non plus, parce que j'étais assez monocentré. Et donc, je suis parti à Montpellier. J'avais toujours mon truc en tête. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Moi, déjà, c'était toujours je veux faire journaliste. Et ça suscitait souvent des rires, ou des moqueries, ou des ah ouais, t'es sûr. Tu vas pas y arriver. Tu vas pas. Mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. En fait, on te demande, tu n'as pas de journaliste autour de toi. Quand tu veux dire, tu es du sud de la France, et tu veux dire, ouais, je vais faire journaliste sportif, je passais à la. Après, je n'étais pas forcément dans un but de passer à la télé. Je ne voulais pas devenir animateur, d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, et ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, mais c'était, voilà, faire peut-être de la presse, plutôt la presse, ou de la télé, c'est venu un peu plus tard. Donc, je suis parti à la fac, j'ai fait un doc de sociologie, à la fac de lettres de Montpellier. Donc, et ça s'est très bien passé. Là, j'ai commencé à me spécialiser sur des matières qui m'intéressaient. Donc, j'ai eu d'excellents résultats. C'est là aussi que j'ai vécu ma première expérience journalistique, parce que c'était aussi important. J'avais pu lire que d'avoir des expériences, des stages. Donc, mon premier stage, je l'ai fait, c'était en 2001, au Midi Libre de Nîmes. Donc là, j'ai fait 15 jours au mois de juillet. J'ai été au service des sports du Midi Libre. Ça m'a permis de... Voilà, j'avais de la famille à Nîmes. Et ça m'a permis d'être vraiment immergé dans une rédaction pour être conforté ou non dans mon désir professionnel. Et ça m'a laissé une impression un peu mitigée, parce que ça m'a plu. J'ai commencé à faire des reportages, j'allais sur le terrain, j'assistais aux entraînements, aux conférences de presse. Nîmes Olympique était en Ligue 2 à l'époque. J'étais auprès du rédacteur en chef. J'ai pu voilà, j'ai pu signer mes premiers papiers que j'ai commencé à amasser dans mon petit classeur. Et ça m'a plu. Mais pour autant, je ne me voyais pas faire carrière dans la PQR. Okay. Oui, parce qu'on rappelle, le Midi Libre, c'est un journal de presse régionale. C'est de la presse quotidienne régionale. Donc un quotidien avec un service des sports de 3-4 personnes qui suivent au quotidien un club de foot. Donc c'est le métier de rêve pour beaucoup. Et moi, j'étais jeune encore, et je demandais au rédacteur en chef et même mes collègues, j'ai dit, mais vous avez jamais pensé à partir à Paris, bosser dans un vrai média? Et ils me regardaient, ils me disaient, non mais on est bien, on est dans un vrai média et tout. Il n'y avait pas du tout de mépris dans mes paroles, mais je trouvais ça un peu réducteur. Et je me disais, je ne me vois pas écrire des papiers chaque mois, chaque année sur la ronde des vendanges, sur le quotidien du Nîmes Olympique. Donc ça m'avait plu. Je savais que j'aimais écrire. J'ai appris à écrire comme ça, parce que tu n'écris pas un article comme tu vas écrire une rédaction, une dissertation. C'est vraiment... alors que je n'avais pas fait encore d'école de journalisme, donc j'ai appris un peu sur le tas avec ses collègues. Mais ça m'a conforté dans l'idée de faire ce métier, de creuser, d'entendre, parce que la presse écrite, c'était ma target de l'époque. Pour autant, je me disais, je me vois pas faire ça, travailler, postuler dans la presse quotidienne régionale, parce que même mes collègues, mes amis à Carcassonne me disaient, mais essaye de postuler à l'Indépendant, qui est le quotidien départemental à Carcassonne, ou au Midi Libre aussi dans l'Aude. Et je dis, ah c'est bon, j'ai fait, ça me dit rien en fait. Donc je suis reparti à la fac, j'ai fait ma deuxième année de
de sociologie qui s'est très bien passé. Et à ce moment-là, j'aurais pu me préparer, me présenter au concours. Mais j'ai décidé de prolonger l'expérience parce que je n'avais pas redoublé. Je kiffais la vie étudiante, parce que je n'ai pas trop kiffé mes années lycée, parce que j'étais un petit peu en marge, focus sur ma next life, parce que la vie à Carcassonne, dans une petite ville de province, me comblait pas. Donc j'étais beaucoup là-dessus et pas trop dans le présent. Et là-bas, commençais à kiffer la vie, rencontrer des gens issus de différents milieux, différents territoires, etc. Donc c'était beaucoup plus passionnant humainement pour moi. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, t'es pas pressé, prolonge. Et là, je me suis orienté vers la science politique, qui m'a permis de me développer psychologiquement, intellectuellement, et me préparer un peu mieux au métier de journalisme que je voulais toujours exercer. Mais j'ai décidé de partir à la fac de droit, donc j'ai fait une licence de sciences politiques qui s'est très très bien passée, et après ensuite qui a débouché sur une maîtrise de sciences politiques. Et après, à ce moment-là, j'aimais tellement la politique, la communication politique, que j'ai découvert, que j'ai hésité à un moment à me dire, bon, journalisme, ouais, c'est cool, mais peut-être la communication politique, ça peut aussi m'intéresser. Et au final, l'envie initiale, la passion initiale m'a poussé quand même à tenter ma chance dans le journalisme. Okay. Et justement, du coup, tu commences à l'IICP, donc, qui est nouvellement narrative. En fait, du coup, comment tu arrives à Paris? Comment tu tombes sur cette école? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter ensuite, par la suite? Pourquoi l'IICP? L'IICP, parce que ça me permettait, en fait, j'avais déjà un bac+4, donc je ne me voyais pas non plus, et j'étais pressé de rentrer dans la profession, donc je n'avais pas forcément envie de repartir sur un cycle de 2-3 ans. Et l'IICP me permettait d'embrasser une carrière assez vite, je me sentais assez mature pour proposer une formule de 3e cycle, où je faisais un enseignement théorique, et surtout 6 mois de stage à partir du mois de janvier. Donc la formule sur le papier me semblait intéressante. Et donc j'ai proposé un dossier. J'avais tenté aussi d'autres écoles. Pour certaines, j'étais sur liste d'attente. Après, on m'avait aussi un petit peu déconseillé quand j'ai réussi mon concours d'entrée. Et après, j'avais aussi des amis, des membres de mon entourage qui avaient passé des écoles de journalisme et qui commençaient à exercer, et qui travaillaient d'ailleurs dans la presse quotidienne régionale, et qui me disaient, attention Johnny, là tu vas dans cette école, mais elle n'est pas reconnue par la profession. Ouais, justement, c'est une de mes questions. Voilà, donc ça risque de ne pas forcément t'avantager par la suite. Donc réfléchis, peut-être que tu devrais différer, tu devrais faire une année supplémentaire à la fac, repasser les concours, parce que pour faciliter ton intégration professionnelle, ça serait mieux que tu passes par une école reconnue. Donc j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je le tente pas? Il a peut-être raison, il est passé par là avant moi. Et puis, j'ai toujours suivi mon instinct, et je me suis dit que ce n'était pas forcément l'école qui ferait ma carrière. Et ce que je pensais, que je me suis jamais... Moi, je voulais faire journaliste sportif spécialisé dans le foot. La connaissance du football, je l'avais. Je pensais que... et j'avais vu aussi que David Berger, qui est un grand commentateur de foot de Canal, était passé par l'IICP. Ça m'avait un petit peu rassuré. Ouais, et c'était un petit peu mon guide, même si après j'ai travaillé avec lui, on est amis aujourd'hui, et j'en ai jamais parlé, je crois, mais je me suis dit, bon, je vais tenter le coup. J'ai rien à perdre. Je monte à Paris. Et je vais voir, et le plus important, ça sera les rencontres, je vais travailler, apprendre le métier, je commence à maîtriser les outils, mais je ne pense pas avoir besoin de différer encore plus mon départ pour tenter une autre école, aller à Marseille ou dans une autre école parisienne, etc. Donc j'ai tenté le coup. Et tu as bien fait, du coup. Ouais, après ça n'a pas forcément été simple. Oui, bien sûr. Voilà, et on en parlera plus tard. Mais j'ai tenté le coup, et je ne l'ai jamais regretté au final. Mais c'est vrai que ça peut être rassurant, parce que nous, c'est vrai que ce côté école non reconnue par la profession, c'est vrai que parfois ça peut être un sujet d'inquiétude.
Mais c'est vrai, quand on voit des parcours comme le tien, ça peut être rassurant. Et en fait, on se dit effectivement, c'est surtout une question d'opportunité, Exactement. de chance qu'on peut se créer. Donc, c'est plutôt sympa sur ce point-là. Ensuite, du coup, après tes études, tu arrives vite dans les rédactions. Donc, j'enchaîne un peu BeIN, Eurosport, Canal, toutes ces grandes rédactions. Comment on y rentre? Parce que c'est vrai que nous, ça peut être un peu un rêve pour tous de travailler dans des médias reconnus comme ceci. Comment on rentre dans ce milieu-là? Et comment on y reste? Moi, j'y suis pas rentré tout de suite. Il y a pas de parcours unique. Ça, il faut vraiment le savoir. Dans le journalisme, il n'y a pas de parcours unique. Je connais des journalistes qui sont sortis d'école, qui ont commencé dans une rédaction, qui sont restés, qui ont signé un CDI à 20 ans, et d'autres qui ont connu des parcours un peu plus longs, un peu plus laborieux. Moi, j'ai eu mon premier CDI, par exemple, à 31 ans. À 31 ans. Je suis sorti d'école sans avoir redoublé. Je suis sorti d'école donc à 23 ans. 23 ans, je pensais, voilà, je suis sorti d'école, je pensais que ma carrière allait être lancée facilement et que je pouvais, voilà, je serais lancé très rapidement. Et pendant 7 ans, j'ai construit mon parcours, parce que chacun a son parcours, tu as un parcours qui t'attend, et ils seront chacun singuliers. Et ça, je l'ai appris. Et quand on est étudiant, ça peut être un peu effrayant, mais ça doit aussi être rassurant. Il faut pas se... On a tendance à se comparer les uns aux autres, à dire ah ouais, lui il a trouvé un stage à tel endroit, lui il a trouvé un stage à tel endroit, lui il pige déjà. Mais en fait, il faut rester focus sur soi-même, sur sa construction, c'est ce que j'ai appris avec le temps, sur sa construction de ses compétences et être patient, être résilient. Et votre parcours, peut-être que toi tu vas percer à 25 ans, peut-être que tu vas percer à 30 ans, peut-être que tu vas percer à 22 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais en tous les cas, j'ai appris que il fallait, c'était une accumulation de plusieurs petits facteurs, et notamment le facteur réussite, mais beaucoup le facteur opiniâtreté qui faisait une carrière. Donc moi, par exemple, j'ai eu un coup de pouce du destin. Donc j'ai fait un stage à l'équipe pendant ma formation. J'ai aussi fait un stage à Trace TV, qui se lançait à l'époque, et qui m'a permis d'avoir un stage de 6 mois et de valider mon année, même si ce n'était pas vraiment lié au journalisme sportif. Et ensuite, j'ai pu vivre une expérience extraordinaire une expérience de vie qui m'a permis de lancer ma carrière, parce que ce qui est très important dans le milieu du journalisme, c'est aussi de se faire un carnet d'adresses, de se construire un réseau. Et surtout quand tu n'en as pas au départ, on part tous from scratch, quoi, comme on dit, et donc il faut se le construire, et c'est très important. Et c'est pas l'école qui vous construit le réseau, c'est pas les potes, c'est vous-même. Donc il faut moi, ce que j'essaie toujours, quand je suis contacté sur LinkedIn, j'essaie de répondre, etc. Vous avez beaucoup d'outils aujourd'hui pour contacter des personnes, des rédactions, vous intéresser. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas, mais c'est ce qui a été très important. Et donc, j'ai eu une expérience qui a été un peu extraordinaire. C'est que j'avais un ami qui jouait au football à Arsenal à l'époque, qui s'appelle Gaël Clichy, qui était un ami de famille, et qui venait d'être champion d'Angleterre avec les Gunners, et qui m'a proposé, après mon école de journalisme, donc de venir le rejoindre. Tu vois. Et il m'a dit, voilà, moi je vis tout seul, j'ai 17 ans, je suis à Arsenal, si tu veux, viens vivre avec moi, tu vas te faire du réseau, et ça va peut-être t'aider à te lancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti et j'ai pu vivre pendant 6 mois à ses côtés, et donc au quotidien, j'étais présenté comme le cousin de Gaël, donc ça me permettait d'assister à tous les matchs, à tous les entraînements, et donc de côtoyer des grands champions. Et ça m'a permis de briser aussi cette barrière qu'il y a avec les joueurs de foot, avec les sportifs de haut niveau. Et ça m'a permis d'avoir une approche avec eux qui, par la suite, m'a beaucoup aidé dans mes relations avec les sportifs, et qui m'a aidé à me faire énormément de réseaux. Et professionnellement parlant, ça m'a aidé parce que j'ai pu commencer à proposer des papiers, des interviews. J'en vivais pas beaucoup parce que c'était assez particulier. Je faisais des interviews pour notamment Sport 24, qui me payait au nombre de signes. Et donc je pouvais faire une interview de Thierry Henry et j'étais payé 60 €. Okay, parce que c'était tant de signes. C'est une douille quand même.
Je fais une interview de Thierry Henry le lendemain de match, un truc exclusif, il est champion du monde et tout. Ouais, 60 €, c'était comme si je faisais une interview de n'importe qui. Donc voilà, j'en vivais pas super bien. Et du coup, mais ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin et de me faire cette expérience. Ok, donc c'est cette première expérience qui après tout a ouvert les portes donc Exactement. des autres médias. Mais du coup, je vais laisser la parole à mon collègue donc Jérémy qui va justement revenir un peu sur ton métier concrètement que tu as pu exercer donc, au sein de ces rédactions et un peu concrètement les missions que tu faisais. Là, actuellement, tu es rédacteur en chef à DAZN. Ouais. En quoi ça consiste d'être rédacteur en chef? Donc, rédacteur en chef, ça consiste à encadrer une rédaction, déjà à construire une rédaction, donc embaucher les journalistes, les consultants, les assistants d'aide, d'édition. Donc, ensuite, ça consiste à déterminer les sujets que tu vas traiter, les reportages. Tu encadres toute ta rédaction. Donc, tu vois, sur tous les matchs, je dois déterminer, voilà, qui on va interviewer en avant-match, de quel thème on va parler, quel sujet on va aborder, comment on va utiliser certains sujets, certains éléments des interviews, etc. Donc ça consiste en ça. Est-ce qu'en tant que rédacteur en chef, on a une journée type ou chaque jour est différent? Tu as une semaine type, tu vois, tu as une semaine type, tu n'as pas une journée type. Là, tu vois, par exemple, le lundi, tu vas savoir que je reviens de déplacement, j'ai des réunions qui me permettent de faire un débrief du week-end et aussi de me projeter sur le week-end, le week-end suivant, de faire des débriefs avec mes équipes, savoir chacun sur chaque stade comment ça s'est passé, quelles problématiques ils ont rencontrées, et ensuite de se projeter aussi avec les autres, parce que là tu vas travailler avec voilà, tu fais le lien entre la technique, la communication, l'éditorial. Et ensuite, tu vas te projeter sur la semaine qui suit avec toutes tes équipes. Donc ça peut prendre du temps. Je dois aussi valider tous les sujets qui sont construits par mes équipes. Tu vois, par exemple, quand je suis là, par exemple, j'étais à Marseille dimanche dernier. Donc on a encadré, on a diffusé le match Marseille-Brest. Et le lendemain, on diffuse un sujet qui est sur les coulisses de la rencontre. Et donc, quand le sujet est terminé, on me l'envoie pour que je puisse ensuite le valider, le corriger, et avant qu'il soit diffusé sur la plateforme. Donc c'est toi qui décides de chaque personne, quel poste elle occupera, que ce soit Oui. pour faire les émissions ou au stade pour prendre Voilà, les images. qui va présenter, qui va accompagner, quel consultant on va prendre. Et voilà, ça c'est moi qui le détermine avec le responsable des contenus à qui je réfère. En faisant nos recherches, on a vu que tu avais participé au lancement de 4 chaînes TV sportives. Ouais. Comment on lance une chaîne? Comment ça se passe en fait? Ouais, ça c'est un peu ma particularité. J'en ai même lancé 6 parce que j'ai commencé j'ai fait Beansport. Ouais. Ensuite j'ai fait SFR Sport, SFR Sport, on avait vu. qui est devenu RMC Sport. Et RMC Sport c'était un autre changement, c'était un autre. Ça a commencé à SFR Sport. Ouais, ça a commencé SFR Sport au début. Je m'occupais uniquement de la Première Ligue. Ensuite j'ai fait donc Media Pro. Ensuite Chaîne Téléfoot, c'est ça? la chaîne Téléfoot. Ensuite j'ai fait Prime Video et la DAZN. Donc chaque lancement est différent, mais ça consiste en déterminer déjà l'ADN d'une chaîne. Voilà, tu pars des droits que vous avez. Par exemple, quand j'étais à Beansport, on avait un portefeuille de droits. Et ensuite, il faut que tu constitues une équipe et qui te permet d'aborder plusieurs sujets, tes droits. Et surtout, ça te permet d'ensuite les traiter en fonction de ton budget, en fonction des émissions, des programmes que vous voulez diffuser. Et donc c'est pour ça que ça prend, voilà, que ça peut varier d'une chaîne à une autre. Il y a une petite pression avant le lancement de la chaîne? Ouais, je me rappelle par exemple Beansport, quand on l'a lancé, c'était le premier lancement et on a les Qataris dans le dos. J'avais édité le lancement de la chaîne en 2012 et que tu es en régie et que tu dois t'assurer que le lancement se passe bien, c'est une vraie pression. Mais après, moi, j'ai jamais vraiment pas vraiment considéré parfois que mon métier était un travail comme les autres. Donc je le vois aussi comme un plaisir.
Et c'est pour ça que j'ai toujours su rebondir après les différentes expériences que j'ai pu connaître, parce que je vis vraiment ça comme un plaisir, et donc je ne le vis pas comme une pression. Et j'arrive à être focus, à me concentrer sur ce que j'ai à faire, à surtout essayer de driver toutes les équipes avec nous, parce que tout le monde doit être aligné pour arriver à être performant. Donc dans ton management, c'est très important d'être dans une sorte d'empathie, de savoir faire progresser les équipes, de bien identifier les personnes avec qui tu vas collaborer. Et ensuite, quand tous ces éléments sont réunis, généralement, tout se passe bien. Ça, tu nous parles d'accompagner en gros les personnes avec qui tu travailles. C'est un peu ce que tu revenais au tout début, la transmission en fait. Transmettre ton savoir Exactement. pour faire pouvoir progresser les autres. Exactement. Et mettre les personnes dans les meilleures dispositions pour qu'elles puissent être performantes. Ok. Ouais, donc effectivement, ce qu'on comprend aussi, c'est que donc, le métier de rédacteur en chef, au-delà de journaliste, il y a aussi beaucoup donc, d'humain et de management. Exactement. C'est essentiellement de l'humain. Et tu ne peux pas faire rédacteur en chef si, au préalable, tu n'as pas fait... Tu n'es pas passé par toutes les strates. Parce que là, vous voyez, je suis rédacteur en chef aujourd'hui. Mais avant ça, ça a été tout un parcours. Donc, j'ai commencé par assistant d'édition. Donc là, tu participes à la fabrication d'une émission. Donc là, tu es une petite main, tu montes des éléments, tu es dans des salles de montage, tu fais des recherches, etc. Ensuite, tu passes à chef d'édition. Chef d'édition, c'est tu es responsable d'une émission, où là, tu es un petit peu le chef d'orchestre de ton émission. Et ensuite, tu es rédacteur en chef, où là, tu vas piloter toutes les émissions, tous les programmes, ou des programmes déterminés dans un périmètre précis. Et après, tu as directeur de rédaction, des métiers comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'un bon rédac chef, c'est une personne qui est capable de se mettre à la place de ces personnes qui Exactement. sont sous nos... Parce de que comprendre du coup, ses contraintes. Voilà, comprendre les contraintes, savoir le temps qu'il va mettre pour faire quelque chose, le mettre toujours, comme je disais, de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse performer. Si tu n'as pas fait ces métiers-là, tu ne peux pas savoir ce que tu peux lui demander. Quand un assistant d'édition il me dit « je ne peux pas faire ça », je sais si c'est vrai ou pas. Parce que je l'ai déjà exercé. Je sais comment il doit procéder et mon rôle aussi, c'est de l'aider à être efficace. Hein. Et ensuite, moi, j'ai toujours essayé ensuite de m'entourer des personnes les plus compétentes. C'est pour ça que j'ai souvent pris avec moi des personnes que j'ai connues un peu plus tôt et qui m'ont accompagné sur mes différentes expériences. Tout à l'heure, tu nous parlais de rêve de gosse. C'était un rêve de gosse, pas de devenir journaliste sportif. Tu as été à l'Euro 2020 et à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Comment on se prépare à devenir un acteur de ces compétitions les plus prestigieuses qui nous font rêver quand on était petit et toujours actuellement? En plus, c'était dans un rôle un peu différent. Là, j'étais vraiment dans un rôle de producteur, on appelle ça producteur éditorial. Ouais. Donc, c'est différent parce que là, j'étais responsable du signal international qui est du coup diffusé dans le monde entier. Donc, tu dois t'assurer que, tu vois, là, quand j'étais au Danemark, je m'assurais de la production des éditoriales des 5 matchs qui ont eu lieu à Copenhague, notamment celui où Christian Eriksen a fait son arrêt cardiaque. Donc là, c'est une autre pression, parce que tu as vraiment la pression de l'UEFA, tu dois être hyper rigoureux, et c'est la somme des expériences passées qui te permet d'assumer ces nouvelles responsabilités et cette nouvelle pression. Donc oui, là, tu es dans un kiff, forcément, parce que c'est quelque chose de fou, d'être vraiment au cœur du réacteur. Mais ensuite, tu vois quand même qu'il y a une vraie pression, il y a une vraie exigence, il y a une vraie rigueur qui est exigée. Donc c'est quelque chose d'important et qui m'a énormément apporté et qui m'a permis, entre Mediapro et DAZN, d'étoffer un petit peu mon parcours, d'étoffer mes expériences pour pouvoir aujourd'hui avoir la capacité. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup apporté pour travailler pour DAZN, qui est un groupe international pour lequel je suis en contact avec des collègues de différents marchés. Okay. Justement, moi j'ai une petite question. C'est quoi la différence du coup entre travailler pour un média classique et des instances comme l'UEFA ou la FIFA? Est-ce que c'est les mêmes contraintes, c'est les mêmes structures? Non, c'est pas la même contrainte parce que là, tu es dans quelque chose de beaucoup plus neutre. Quand tu travailles pour l'UEFA ou la FIFA, tu dois délivrer un signal
sans particularité géographique. Tu dois, quand tu produis un match, ça doit être le même Danemark-Portugal. Tu parles au danois, au portugais, tu as un conducteur, un running order, on appelle ça, à suivre, quelque chose de très cadencé, très procédural, et tu dois viser une neutralité totale. Quand tu travailles pour un média, pour Canal+, pour DAZN, pour beIN, là tu t'adresses à ton audience française. Donc tu as des particularités, des spécificités que tu maîtrises moins, et enfin qui sont beaucoup plus précises, et dans laquelle tu peux apporter une touche. Voilà, un Danemark-Portugal, que tu le diffuses pour le signal international ou pour une chaîne française, c'est pas le même traitement. D'accord. Pas du tout. Par exemple, ça passe par, si je comprends bien, si tu es pour l'UEFA, la FIFA, quand c'est neutre, on doit par exemple voir à l'écran le même temps pour des joueurs portugais et danois. En gros, Exactement. C'est ça, Si tu as une personne dans le public qui n'a pas une stature internationale, tu vas dire à ton réalisateur, tu le montres pas. Alors que si c'est pour ton public français, tu vas dire, voilà, il y a le président de Canal+, oui, je vais le montrer. Mais si c'est pour diffuser dans le monde entier, tu vas dire non, on va pas le diffuser. Très bien. Je vais te laisser avec mon collègue Samy pour que tu nous parles un peu de ta vision du journalisme sportif. Okay. Alors Johnny, on le sait, le monde du journalisme, ces dernières années, il est l'objet de nombreux changements, de nombreuses mutations. Et parmi elles, il y a l'importation de la profession sur les réseaux sociaux. Et vu que ça fait longtemps que tu es dans le circuit, on voulait un petit peu avoir ta vision là-dessus. Notamment dans le football, on voit qu'il y a de nombreuses personnes, on peut les considérer comme des influenceurs, qui se mettent sur les réseaux, comme Insta ou TikTok, sans pour autant avoir le statut de professionnel. Alors pour toi, c'est quoi la différence entre parler foot et être journaliste sportif ? Aujourd'hui, ma vision elle a beaucoup évolué par rapport à ça. Aujourd'hui, pour DAZN, j'ai intégré des personnalités issues du monde digital, comme Walid Acharchour, comme des influenceurs aussi que j'ai pu faire travailler. ça, c'était ton choix. C'est mon choix. Okay. C'est mon choix, même des artistes, etc. Pour avoir vraiment parce que moi, je considère, et on considère à DAZN, que le foot doit se décloisonner et doit ne plus être uniquement l'apanage, le territoire d'une petite élite qui parle foot, certes, mais qui ne maîtrise pas tout, et le foot est consommé différemment aujourd'hui. Donc, non, un influenceur n'a pas la même légitimité à parler foot qu'un consultant qui a eu une vraie carrière, ou qu'un journaliste qui a appris à commenter un match, mais il peut y avoir une complémentarité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, sur les matchs de Ligue 1, j'ai ajouté Walid Acharchour qui commente les matchs avec Julien Brun et Benoît Chéroux. Et ensuite, donc, tous doivent apporter leurs caractéristiques pour avoir une sorte de... Voilà, former une certaine mélodie. Et Walid, qui venait des médias, des réseaux sociaux, de YouTube, lui, il est là en tant qu'éditorialiste 2.0, et il me semblait que, et aujourd'hui c'est vraiment rentré dans les mœurs, qu'il pouvait apporter un ton différent, quelque chose de plus catchy, de plus direct, qui peut être impactant et toucher un nouveau public aussi. D'où le décloisonnement. Exactement. Okay. Oui, en fait, c'est un travail ensemble, et pas Exactement. il n'y en a pas un qui va remplacer l'autre. En fait. Exactement. Et on a pensé à d'autres... On a fait aussi d'autres contenus qui peuvent être portés par des influenceurs, qui peuvent aller à la rencontre des joueurs directement. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Ok. Et du coup, par exemple, pour nous qui provenons d'écoles de journalistes, qui avons une formation, tu as expliqué un petit peu les différences, mais du coup, c'est-à-dire que pour toi, la valeur ajoutée qu'on a par rapport à ces personnes qui viennent des réseaux sociaux, elle est plus sur le plan technique, ça va être dans les compétences qu'on a acquises qu'eux n'ont pas forcément eu de là où ils viennent. Oui, après, ça n'empêche pas que là, quand tu sors d'une école de journalisme, tu acquiers une certaine déontologie, tu acquiers des codes qui sont très importants dans la profession, tu acquiers une connaissance des outils vidéo, la presse écrite, savoir écrire, savoir structurer ta pensée, savoir s'exprimer à l'oral.
savoir travailler en radio, c'est quelque chose qui est essentiel et qui va vous aider pour lancer votre carrière. Mais ensuite, les médias se sont diversifiés et aujourd'hui, effectivement, sur le marché, vous pouvez être parfois, sur certains domaines, en concurrence avec ou en cohabitation, en collaboration avec des personnes qui n'ont pas suivi sur votre parcours, hein, mais qui peuvent exercer le même métier que vous. Et c'est quelque chose qui est totalement... Voilà, les frontières sont assez poreuses et c'est quelque chose avec lequel il faut vivre aujourd'hui. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut vraiment continuer à se construire, mais ne pas avoir peur de se former aussi à d'autres outils pour aussi être en capacité de collaborer aussi sur YouTube, sur Twitch, etc., sur ces plateformes-là. Et malgré cet essor de la profession sur les réseaux sociaux, on sait que de plus en plus de gens consomment l'information, et surtout dans le domaine du sport, via Twitter ou TikTok par exemple. Il y a toujours des médias papier traditionnels comme l'Équipe par exemple, vu que c'est le média de référence, qui se vendent toujours très bien. Selon toi, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est parce que justement c'est le média de référence, c'est parce qu'il y a un attachement? Ça ne se vend pas forcément toujours très bien. Quand même, les chiffres de la presse écrite sont quand même en chute continue. Tu as certaines exceptions comme SoFoot et toutes les déclinaisons, Society et tout, qui continuent à fonctionner, mais l'Équipe, la presse quotidienne nationale est quand même en difficulté et en concurrence avec le web, parce que ça a changé aussi, nos usages aussi évoluent. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il faut en être conscient, il faut être... voilà, même si il restera quand même toujours une niche, elle va toujours garder cette légitimité, cette force, cet impact, mais ils sont aussi obligés de se... Là, le groupe, l'Équipe est en mutation actuellement, ils sont obligés aussi de s'adapter, de varier aussi leur contenu, d'avoir aussi une certaine... on appelle ça sustainability économique, un certain pragmatisme, parce qu'on ne peut plus concevoir la presse écrite et les médias généralistes et sportifs comme il y a 20 ans. Ce n'est plus du tout les mêmes usages. Donc aujourd'hui, le marché il s'est développé, il s'est diversifié et du coup, il faut forcément... tous les médias, c'est pour ça aussi qu'ils se sont un peu pluralisés. Mais est-ce que pour toi, par exemple, un magazine comme l'Équipe, même si effectivement les ventes baissent, qui est toujours quand même, je parle du papier là en tout cas, qui a quand même une certaine stature, est-ce que tu penses qu'il va totalement disparaître ou qu'il peut quand même résister parce que c'est ce magazine-là? Je sais pas, tu vois, comme France Football, à l'époque, moi, je le lisais, c'était un bi-hebdo, donc c'était un journal de référence, c'était une bible du football, tout le monde l'avait, et aujourd'hui, il paraît 2 fois par mois. Et les ventes sont en chute libre. Donc, et c'est pas le seul. Avant, tu avais 11 mondial, tu avais plein de titres comme ça qui florissaient dans les kiosques, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est quelque chose, on peut être inquiet quand même pour l'avenir de la presse écrite. Ça va forcément continuer, je pense, à décliner, à se transformer, parce que les usages évoluent, et certains titres arriveront à perdurer. Mais les usages évoluent et du coup, forcément, ils sont impactés dans l'évolution des chiffres. D'accord. Johnny, l'interview touche bientôt à sa fin. Avant, quelques petites questions un tout petit peu plus personnelles. Ce serait quoi ton poste de rêve éventuel dans 10 ou 20 ans, par exemple? Je vais essayer, tu vois, moi je suis vraiment dans une habitude aujourd'hui où je ne me projette pas trop. On est dans un métier en perpétuelle évolution. Voilà, aujourd'hui, hier j'étais là. Comme vous l'avez vu, j'ai un parcours qui n'est pas linéaire, qui a été choisi comme tel quel. J'aurais pu à certaines époques rester dans une rédaction, dans un poste qui me correspondait pas forcément, qui me faisait pas kiffer. Mais moi, je fais ce métier pour prendre du plaisir, pour les challenges, pour me développer. Et c'est pour ça que j'ai toujours, tous les 4 ans, voire moins, je suis passé d'une expérience à une autre. Donc,
Je ne sais pas encore. J'espère que je pense être compétent dans mon domaine. C'est un domaine dans lequel je me sens à l'aise. Est-ce que je suis toujours passionné par le journalisme, par les médias, par le foot en particulier, même si j'ai même exploré d'autres domaines, puisque l'année dernière, j'ai travaillé pour France Info aussi, où j'ai découvert l'actu gêné, et c'est quelque chose qui me passionnait à distance, et j'avais jamais eu l'occasion d'embrasser ça. Donc j'ai fait partie d'une rédaction d'info gêné au quotidien, donc ça c'était un vrai challenge. Il y a plusieurs journalistes sportifs qui prennent le pas vers le général Mohamed Bouafsi, Ouais, il y a exactement. Karim Benani. Exactement, que je connais très bien et qui, oui, parce que le journalisme sportif, c'est quand même une essoreuse, c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution, il n'y a pas forcément de stabilité, et du coup, même si dans l'actu gêné, il n'y en a pas forcément beaucoup non plus, après c'est des choix de carrière, mais c'est quand certains estiment avoir fait un petit peu le tour, ils peuvent essayer de se projeter sur l'actu gêné. Moi, c'est ce que j'ai fait temporairement en travaillant aussi avec Prime Video. Donc j'avais un pied dans le sport et un pied dans l'actu gêné, mais ça a été très challengeant parce que c'était un domaine où j'avais pas de repères, où il a fallu s'imposer avec beaucoup d'humilité aussi, parce que tu évolues avec des personnes qui n'ont connu que ça, eux, par contre. Donc ça, c'était assez particulier. Et peut-être que j'y retournerai, ou peut-être que je resterai dans le sport, je ne sais pas. Mais en tout cas, encadrer, transmettre, former, construire, ça reste mes maîtres mots, mes targets, ce qui me motive et ce dans quoi je me sens le mieux. Justement, tu as dit aussi que ta carrière n'était pas linéaire. Est-ce qu'un bon journaliste doit aussi savoir prendre des risques? Est-ce que c'est le fait d'avoir pris des risques qui t'a aussi amené là où tu es? Incontestablement. Moi, aujourd'hui, si j'avais pas voulu prendre des risques, j'aurais jamais été rédacteur en chef, j'aurais jamais participé à la création de 6 chaînes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir construit un parcours qui me permet de m'être construit une identité, un profil, d'avoir travaillé avec énormément de personnes. C'est pour ça que j'ai eu cette possibilité de construire la chaîne DAZN en 15 jours, grâce à mon carnet d'adresses, en connaissant les valeurs, les objectifs de cette chaîne. J'ai pu, en quelques coups de fil, construire une chaîne en 15 jours, parce que j'ai mon réseau et toutes les personnes avec qui j'ai pu exercer précédemment. Si j'étais resté à Beansport, dans mon petit poste, chef d'édition, j'aurais été peut-être très bien, j'y serais toujours, mais je n'aurais pas atteint ce niveau de compétences, j'aurais pas acquis autant de connaissances et j'aurais sans doute pas pris autant de plaisir au final. Ouais, donc si tu avais un conseil à donner, ce serait ça peut-être. Ouais, c'est prendre des risques, suivre son instinct, mais faut pas non plus être trop pressé, faut être lucide, réaliste, et parce que voilà. Après, c'est pas grave de tomber. Ça vous arrivera, je vous le souhaite, parce que c'est constructif. Quand je suis tombé, je me suis relevé à chaque fois, et je retomberai sans doute, et je me relève, c'est pas grave. On apprend. Mieux se relever. Exactement, on apprend. Il faut savoir prendre des risques. Si vous avez la possibilité de le faire matériellement, etc., pour continuer à vous construire, parce que c'est vraiment un métier c'est un métier d'humain avant tout. Donc il faut savoir parfois prendre des risques. Si vous ne sentez pas quelque chose, continuez aujourd'hui, vous avez une chance de pouvoir vous former à une multitude d'outils, essayer d'être le plus polyvalent possible aussi. Pas forcément sur les thématiques, mais au niveau des outils que vous maîtrisez, et d'être vraiment aussi connecté à la réalité. Faut apprendre suivre l'actualité. Le journaliste d'aujourd'hui et le journaliste de demain, le journalisme de demain. Celui d'hier, ça ne sert plus à rien. Il faut vraiment être en phase avec la réalité du moment. D'accord, très bien. Donc voilà, si vous voulez percer, prenez des risques. Du coup, pour finir, on va finir un peu plus léger. On a un petit jeu pour toi où du coup c'est un tu préfères. Donc on te soumet 2 propositions et tu nous dis celle que tu préfères. Et si tu veux rajouter un petit commentaire, c'est possible. Sabi, je te laisse peut-être commencer.
On a toujours su, en tout cas depuis le début de cette interview, que tu étais fan de foot, tu nous l'as dit, donc on aimerait savoir quel type de fan de foot tu es. Donc tout d'abord, tu préférerais gagner la Ligue des Champions avec ton club de cœur ou gagner la Coupe du Monde avec ta nation si tu avais pu être professionnel? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Tu es un enfant de la Ligue 1, tu l'aimes, on le sait, mais objectivement, tu préfères la Ligue 1 ou la Première Ligue? La Ligue 1. La Ligue 1. Et en termes de pur commentateur, tu préfères le duo Sabatier-Guillou ou la team Dada? Julien Brun et Benoît Chéroux. Ok, moi aussi j'en ai également. Moi pareil, on continue sur les commentateurs. Alors tu préfères le duo Thierry Roland, Jean-Michel Larquet ou Margoton, Lisa Razouf? Non, Margoton, Lizarazu. Et il y a un moment qui t'a peut-être marqué des deux. Second poteau Pavard. Pavard, ouais. Le but de Pavard, c'était quelque chose de Ouais, fort. un beau souvenir. Et du coup, un peu dans la même veine, tu es plus France 98 ou 2018? Je suis un enfant de 98 parce que j'avais 17 ans. Mais j'ai préféré 2018 parce que je l'ai partagé avec mon fils. J'étais au Sénégal à ce moment-là et j'ai trouvé que cette Coupe du Monde elle était encore plus forte. Voilà, j'ai ressenti beaucoup plus d'émotions encore en 2018 qu'en 98. C'est quoi peut-être le souvenir marquant de cette compétition? Tu devais en choisir. Je dirais le but de Pogba en finale qui nous libère et on se dit vraiment qu'on va être champion du monde. Ouais, on y est quoi. Et enfin, pour finir, je crois qu'on a cru le comprendre, mais PSG ou OM? OM. Et du coup, ça devient d'où cette. C'est un peu décevant vu le Ouais, match d'hier, mais ouais, bon. non, mais parce que on vous a pas trop je suis vu, du mais- sud de la France. Ok. Je suis du sud de la France et à l'époque, voilà, je suis et en plus je suis un enfant des années 90. Donc à l'époque, j'avais eu la chance d'être ramasseur de balles sur un Toulouse-Marseille en 92 et à partir de ce moment-là, je suis devenu un supporter de l'OM. J'ai demandé à ma mère de m'acheter la tenue complète et je suis devenu fan de ce club et ça m'a jamais quitté. Malgré que mon père soit supporter du PSG. Donc il a raté son éducation. Je suis désolé pour lui, ça a souvent été conflictuel lors des classicos, mais voilà. Moi et mon frère, on est des supporters de l'OM. Il doit un peu plus s'amuser pendant les classicos. On les regarde plus ensemble, du coup. Ah, Bon, on évite ce sujet. ok. Justement, tu nous parles de Classico. Le plus grand Classico, Real Madrid ou Barcelone? Je suis plutôt Real. Donc le débat éternel, du coup, CR7 ou Messi? CR7. Oh. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous développer un peu ce que tu préfères Pourquoi, Parce que pourquoi moi Ronaldo? CR7, j'ai en plus, l'année où je suis à Arsenal, CR7 débarque à Manchester United. Et je ne dis pas que Messi, que CR7 est un meilleur joueur de foot que Messi. Je dirais pas ça. Mais je dis que moi, CR7, je lui accorde plus de mérite dans le sens où il s'est imposé dans différents championnats, dans différents clubs. Il a une palette beaucoup plus large. Il s'est développé, il a fait évoluer son jeu. Et pour moi, en tant qu'athlète aussi, parce qu'il y a une dimension aussi athlétique à valoriser chez ce joueur, même si aujourd'hui il est en déclin, je ne regarde pas ce qu'il fait à Al Nasser. Mais en tout cas, moi je l'ai vu évoluer quand il est arrivé du Sporting Portugal à Manchester United, où c'était un faux follet, un dribbleur exceptionnel. Voilà, ce qu'il a fait après au Real. Pour moi, j'ai toujours été fasciné par ce qu'il réalisait, et sans remettre en question le génie de Messi, mais qui pour moi était aussi lié au contexte dans lequel il évoluait, avec une génération exceptionnelle. Voilà, on a vu que voilà, il a été champion du monde sur le tard, mais c'est surtout ce qu'il a marqué. Il a marqué les esprits avec le Barça, avec une génération de joueurs qui se suivaient depuis un certain temps. Et j'aurais été ravi de voir Messi évoluer à son prime dans un autre championnat, par curiosité, pour voir s'il était en capacité d'être aussi performant, dominant à Chelsea, au Manchester United ou à la Juve qu'il l'a été à Barcelone. Et ça restera mon regret éternel. Donc, T'as rien à dire de plus, on va s'arrêter là. Je pense. Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est ça. Donc, bon, en tout cas, merci sur d'avoir Ronaldo, répondu à nos questions. Du coup, je pense qu'on n'est pas les seuls à vouloir t'en poser, donc on va un peu faire tourner le micro dans le public, histoire que un maximum de personnes puissent poser leurs questions. Avec plaisir. Et on rappelle également que en ce moment, vous
vous avez une initiative donc de l'école, des alumni. Vous pouvez faire un partenariat avec d'anciens élèves de l'école, pardon. Et donc, on a eu un exclu là avant l'interview que Monsieur Johnny Séverin pourrait vous accorder un temps, donc vous pouvez postuler. Je vous laisserai aller voir la scolarité pour plus de détails parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Mais voilà, donc à présent, on peut faire tourner les questions au public. Si vous en avez, n'hésitez pas. Bonjour. Non. Pas trop. Ouais. Du coup, pour la suite de DAZN, votre plan, ça serait quoi après la Ligue 1 pour le coup? Parce qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde des clubs après qui va intervenir du coup sur la chaîne, mais la suite pour la saison prochaine. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet que... Ouais, on n'était pas trop censé l'évoquer. Ouais, c'est pour le ça que coup. je sais pas si on pouvait le. Ouais, non, mais tu as raison de poser la question, mais là, je suis soumis à un devoir de réserve par rapport au contexte, du coup, je pourrais pas vous éclairer là-dessus sur ce sujet-là. Ouais, malheureusement, on n'a pas pu briefer tout le public, Non, y a pas de malheureusement. problème, y a pas de problème. T'as effectivement, raison de je poser la comprends question. aussi qu'il pose la question, forcément. Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué le fait que vous avez été producteur pour l'UEFA et la FIFA, notamment sur l'Euro et sur la Coupe du Monde, notamment le match où Christian Eriksen a eu cet arrêt cardiaque. Justement, comment vous avez pu gérer cet événement en lien avec l'UEFA et puis ayant entre vos mains le signal pour le monde entier face à cet événement en fait? En plus, c'était mon premier match dans ce rôle-là. Donc c'était assez inédit, assez compliqué, déjà humainement. De vivre ça, même nous, en tant que fans de foot, on n'avait jamais assisté à ça. Bien sûr, il y a eu Marc-Vivien Fouet aussi, mais de cette ampleur, c'était très particulier. Donc là, c'était un travail d'équipe qui était important parce que j'étais en lien avec l'UEFA, qui me donnait des consignes. Je devais aussi les transmettre au réalisateur, qui aussi avait sa sensibilité artistique, de réalisation, qui voulait aussi capter toute l'émotion qui était liée à ce match-là. Et donc moi, mon rôle, c'était de transmettre vraiment les consignes de l'UEFA pour préserver vraiment l'intimité du joueur, de pouvoir préserver, tout en préservant l'intimité du joueur, on devait quand même capter l'émotion que ça suscitait, aussi pouvoir donner des informations dès qu'on en avait émanant du staff danois. Il y a plein d'interrogations qui se posaient à ce moment-là, donc c'était un moment très, très tendu, on était un petit peu en élévation. Et ouais, c'est une expérience qui m'a particulièrement marqué dans ma carrière. Qui m'a aidé à me construire. Et quand on prend la décision de reprendre le match, ce qui a été le cas un peu plus tard dans la soirée, donc c'est en lien avec les fédérations et l'UEFA. D'accord. L'UEFA nous donne la consigne que le match va pouvoir reprendre pour avoir ensuite eu des informations rassurantes de Christian Eriksen, parce que nous, on ne savait pas s'il y avait... c'est l'UEFA qui m'a donné en premier les consignes qu'on a pu transmettre. Il y a aussi toute une notion d'habillage, de synthé, parce que là, vraiment, c'est toi qui informes le monde. Donc il y a une énorme pression et voilà, avec des notions de précaution extrême à tenir compte. Ouais, derrière. Avec le maillot du Barça. Ah, désolé pour Messi. On en reparlera après. Bonjour. On peut voir depuis quelques années maintenant, il y a une multiplication de médias sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que justement le public, justement, c'est lui qui décide maintenant de ce qui marche? En gros, est-ce que c'est pas l'offre maintenant qui fait la demande dans les médias, notamment sportifs? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense que
les médias mainstream tendent à s'inspirer de ce qui peut advenir, ce qui peut sortir des médias alternatifs. Avant, on était dans une sorte de hiérarchie, voilà, entre les médias traditionnels et les petits médias qui n'avaient aucune légitimité. Voilà, j'ai mis aussi aux commentaires Canto, Braque, sur de la Ligue 1. Pour eux, c'était un rêve de gosse. Et pour moi, c'était avant tout leurs compétences journalistiques qui m'intéressaient, l'émotion qu'ils avaient. Je ne leur ai pas demandé leur CV, je leur ai pas demandé si c'était passé par une école reconnue ou pas. C'est ce qu'ils faisaient sur l'e-sport qui m'avait déjà intéressé. Et pour décloisonner, voilà, j'ai permis de les faire intégrer un média mainstream. Canal l'a aussi fait avec l'expérience au micro. Il y a ce décloisonnement qui est en cours parce que les médias ouvrent l'œil et se rendent compte qu'il y a YouTube, Twitch, il y a des médias alternatifs qui rencontrent un certain succès. On le voit avec la Kings League aujourd'hui. Et forcément, il y a aussi des professionnels des médias mainstream qui vont aussi travailler avec ces médias alternatifs pour les professionnaliser. Donc je pense que c'est un effet de vase communicant qui est en train d'être établi, qui va continuer à se développer. Et pour qu'au final, on aura, voilà, bien sûr, il y a des médias il y a des détenteurs de droits, des non-détenteurs, mais il y a différentes manières maintenant de traiter un match, de traiter une actualité sportive. Même moi, je consomme des émissions sur Twitch et certaines émissions classiques sur les médias traditionnels, je vais moins les consommer. Le consommateur aujourd'hui est roi et c'est lui qui dicte un petit peu la tendance. Ouais, derrière, je crois. Plus personne n'a de questions là, dans le public? Non, bah écoutez, je crois qu'on peut mettre un terme à cette interview. Ouais, Du coup, c'était merci. un plaisir. Nous également, un plaisir, et donc je pense pour tous ceux qui étaient dans le public également. Merci donc d'avoir offert cette opportunité. Et voilà. Et bon courage à tous c'est surtout, fini. et bonne continuation, et je vous souhaite le meilleur dans vos carrières respectives. Merci beaucoup. Merci. Soyez audacieux.